Bonjour et bienvenue à notre 11e séance d'introduction juridique à la blockchain. Je m'appelle Juro Christian et je suis votre formateur du jour. Je suis heureux de vous présenter cette 11e séance qui aujourd'hui va concerner principalement une profession dont on parle très peu, mais qui sera, j'en suis certain, dans très peu d'années, pour ne pas dire dans quelques mois, au centre de tous les regards. Il s'agit de la profession du notaire. Alors, lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'un notaire, étant juriste, je me suis très tôt intéressé aux différentes professions qu'exerçaient différents praticiens du droit. Parmi les professions que je voulais pratiquer, il y avait celle du notaire et celle du juge. Mais je ne suis pas devenu juge, je ne suis pas devenu non plus notaire. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus de la recherche, mais sans pour autant devenir doctorant. Ensuite, avec l'apparition des nouvelles technologies, notamment de la blockchain, il est devenu de plus en plus évident qu'il fallait des gens pour maîtriser l'ensemble de cet écosystème, et non pas tout simplement une petite partie de l'écosystème, et ensuite de le vulgariser. Et donc, dans ma vulgarisation, à plusieurs reprises, j'ai été en contact avec les notaires, des notaires qui m'ont toujours posé une question, à savoir, quel sera le rôle du notaire en ce 21e siècle dans l'écosystème blockchain, dans l'écosystème métavers, en relation avec des NFT, en relation avec tout ce qui est immobilier dans le métavers fictif. Et cela m'a amené à me poser cette question principale qui était quel serait finalement le rôle du notaire. Avant de pouvoir comprendre quel est le rôle du notaire, le rôle futur, mais déjà présent, actuel du notaire, il va falloir que nous définissions ensemble ce que fait le notaire aujourd'hui. Légalement, qu'est-ce qu'un notaire? Alors, lorsque je recherche la définition du notaire sur viepublique.fr, j'aurais bien pu aller sur, si vous voulez, on va lire à la fois les définitions qu'on a sur vie publique, mais également sur le site notarial, sur vie publique. Eh bien, le rôle du notaire, ou ce qu'est un notaire, c'est que c'est un officier public et ministériel chargé de l'élaboration, de l'authentification et de la conservation d'actes juridiques ayant une force juridique particulière. Bon, je trouve que la définition est plutôt assez bateau. C'est assez wide, comme disent les anglo-saxons. Peut-être qu'en fouillant un tout petit peu dans les missions du notaire, nous aurons un peu plus de visibilité. Donc, quelles sont les missions du notaire? Eh bien, dans les actes les plus importants de la vie individuelle, à savoir testament, vente immobilière ou de la vie des affaires, fusion, constitution de société, etc. Le recours à un notaire permet de sécuriser les rapports juridiques entre les personnes et garantir la valeur des transactions. Cette phrase est très importante. Sécuriser d'une part les rapports juridiques. Donc, si c'est sécurisé, ça veut dire que le notaire joue un rôle de tiers de confiance dans la sécurisation de ces rapports. Ensuite, garantir la valeur des transactions. Cela veut dire également que le notaire va jouer le rôle de tiers de confiance en donnant une garantie de la valeur des transactions réalisées. La loi prévoit d'ailleurs un recours obligatoire
au notaire dans certains domaines, comme en matière de contrat de mariage ou de divorce par consentement mutuel. Et donc, pour qu'il y ait toutes ces actions-là, le notaire est dans l'obligation de vérifier l'identité des signataires, leur capacité. Est-ce qu'ils ont la majorité? Est-ce qu'ils sont sous pression ou non? De s'assurer de la réalité des renseignements essentiels contenus dans un acte. Par exemple, pour certifier la propriété d'un bien. D'empêcher l'adoption de clauses illégales. Eh bien, tout ça, ce sont des missions du notaire. Alors, lorsqu'on va sur le site des notaires de France, dans la rubrique Le rôle du notaire, eh bien, voici ce qu'ils nous disent. L'ordonnance du 2 novembre 1945 définit la mission du notaire de la façon suivante. Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour assurer la date, en conserver le dépôt. Ensuite, nous avons plusieurs cas, l'information, puis les notaires et les actes de famille, le notaire et l'immobilier, le notaire et l'entreprise. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les différents rôles, ou du moins les principaux domaines d'intervention du notaire. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je dis tout ça et surtout que je le lis au lieu plutôt d'en donner une définition scolastique que j'ai reçue lors de mes études. Pour une raison très très simple, c'est que j'ai fait mes études en Russie et quand bien même il y a une très grande similitude entre le droit russe, ou du moins le droit russe et le droit français sont issus de ce qu'on va appeler le droit romain, je voudrais, en lisant ces quelques lignes, légitimement parler du rôle du notaire dans le cadre de l'écosystème crypto-monnaie ou bien crypto-actif en France et principalement dans l'Union européenne. Et pour ce faire, il faut partir de définitions qui sont acceptées en France. Alors, comment est-ce que je vois le notaire au XXIe siècle? D'abord, on va partir de l'aspect de tiers de confiance. À première vue, on a l'impression que le concurrent direct du notaire en matière de confiance, c'est la blockchain. Je m'explique. Lorsque l'on définit la nature de la blockchain, la nature juridique de la blockchain, l'une des choses qu'on met en avant, c'est le fait que la blockchain est trustless. Ça veut dire que elle fait disparaître le besoin de faire intervenir un tiers de confiance. Exemple de tiers de confiance dont on parlait tout à l'heure, c'est le notaire. Et donc, dans les premiers jours de la vulgarisation de la blockchain, au sein de l'écosystème, je m'en rappelle parce que j'en ai fait partie, beaucoup parmi nous, quand même je suis juriste, j'avais cette conviction, puis appréhension, que la blockchain venait remplacer totalement certains tiers de confiance, comme l'État. Ça, c'est ceux qui ont une vue très, très maximaliste du rôle de la blockchain. Ensuite, le notaire sur certains actes. Puis,
je me suis remis en question parce que la blockchain est quand même hautement technique et dans le cadre d'une vulgarisation, il nous fallait ou il faut à l'écosystème, et ça on s'en rend de plus en plus compte, eh bien il faut à l'écosystème des gens qui ont déjà la confiance du peuple ou la confiance ou une confiance légalisée. Et parmi les tiers de confiance euh, qui ont cette confiance légalisée dans les États, c'est les notaires, c'est les avocats. Et donc, la première des choses qu'il va falloir comprendre, c'est que, certes, la blockchain est, ou du moins, peut surpasser ou surpasse le notaire dans, par exemple, la conservation immuable des données d'un acte, mais la blockchain n'est pas un instrument vivant qui permettrait de mettre de côté le notaire. Littéralement, demain, si j'ai besoin de contracter des relations juridiques avec une personne lambda, j'ai le choix entre aller le faire tout simplement chez le notaire et le laisser garder les actes juridiques de mon contrat, ou alors aller le faire au niveau du notaire et lui demander expressément de conserver les actes qui ont été établis dans un registre inviolable qui est la blockchain, sous forme de transaction. Et de cette façon, je vais m'assurer doublement que les actes tels qu'ils ont été écrits ne seront en aucun moment modifiés. Cela peut être considéré comme une double dépense pour le moment, en attendant que le notariat, ou du moins les notaires de France, aient leur propre blockchain, mais cela peut être nécessaire si moi ou mon co-contractant désire pouvoir faire cette sauvegarde. Ensuite, on va bouger dans les grandes lignes. On va parler, par exemple, de tout ce qui est donation, tout ce qui est en rapport avec le testament, en rapport avec le décès et tout ce qui se passe, tout ce qui s'y passe après, à savoir l'héritage, etc. Eh bien, actuellement, nous avons cette création de ce qu'on appelle du métavers. Ça, c'est un. Deux, nous avons de plus en plus de personnes qui achètent des crypto-actifs. Exemple de crypto-actifs énormément achetés ces dernières années. Nous avons le Bitcoin, nous avons l'Ether, nous avons l'XRP, etc., etc. Sans faire de publicité. Alors, la question qui va se poser dans un avenir très proche, c'est celle de la transmission. Comment est-ce que, de façon sûre, certaine et protégée, un parent peut transmettre son avoir à ses enfants ou à son enfant. Comment est-ce que un bienfaiteur peut faire don d'une partie
de ses biens en crypto actifs, par exemple, à une association. Sachant qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de crypto actifs, on parle nécessairement de wallets. Et les wallets, il en existe de toutes sortes. Il y a des wallets qui sont directement portés sur soi. Ça peut être des wallets en papier. Ça peut être également des wallets appelés des ledgers. Ça, c'est plutôt sous forme de clé USB ou de mini smartphone, de très petits appareils. Ça peut être également des wallets web ou des wallets sur mobile, sur smartphone. Comment la transmission de ces biens va se faire d'un père à son fils ou d'un bienfaiteur à une association? Eh bien, de façon sécurisée, cela peut se faire soit par ce qu'on va appeler une automatisation de la transmission. Ça, c'est sans l'intervention du notaire, à savoir que entre le bienfaiteur et l'association, ou bien entre les parents et l'enfant, il y aura un contrat intermédiaire qu'on appelle un escrow contract, qui va servir de tiers de confiance pour transmettre au destinataire le bien en crypto actif qui lui a été promis. En anglais, ce genre de contrat intermédiaire s'appelle un escrow contract. E-S-C-R-O-W. Escrow contract. Pour que ce contrat puisse s'exécuter, il doit attendre qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Ces conditions peuvent être des conditions liées, par exemple, au décès des parents. Ces conditions peuvent être également des conditions liées à l'âge des enfants. Ces conditions peuvent être également, dans le cas par exemple d'une donation liée au prix par exemple du cryptoactif. Disons que la condition que je mets en place, c'est celle de dire, lorsque le bitcoin atteint les 45 000 euros, transmettre la moitié de ce bitcoin à, par exemple, à l'association Les Restos du Cœur. Et donc, dans cet espace-là, en ce moment-là, on se rend compte que le notaire n'est pas présent pour certifier des transactions ni de l'existence de relations juridiques entre celui qui fait le don et le destinataire du don, ou entre les parents et leurs enfants. Par contre, au lieu du notaire, nous avons comme certificateur automatique la blockchain. Ça peut être sur la blockchain, par exemple, Ethereum, tout comme ça peut être sur la blockchain de Binance ou tout autre type de blockchain, capable de supporter ces petits instruments qu'on appelle des contrats intelligents. Le cas numéro 2, c'est lorsque je voudrais, moi qui suis le donateur, moi qui suis le parent, faire intervenir un notaire. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas bien précis? Eh bien,
La première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer ce qu'on va appeler un wallet multi-sig. Qu'est-ce qu'un wallet multi-sig? Eh bien, c'est un wallet qui permet de créer plusieurs clés d'accès aux crypto actifs. Exemple, j'en crée une douzaine en me disant, lorsque les conditions seront remplies pour qu'il y ait transmission de mes biens sous forme de crypto actifs, je voudrais qu'il y ait au moins 9 signatures, 9 clés qui soient activées sur 12 si je ne suis pas présent. Et je voudrais que, par exemple, le notaire en garde 4. Donc, ça veut dire que quelque part, le notaire recommence à jouer son rôle de tiers de confiance, mais pas comme il l'était lorsque la blockchain n'existait pas. Dans ce cas bien précis, il devient une sorte d'intermédiaire sur lequel le donateur que je suis peut s'appuyer pour faire passer à ses enfants ou bien à une association, à une entité tierce, une partie de mes biens ou bien une partie de mon patrimoine. Voilà, c'est le mot qui me triturait le cerveau et que je ne voulais pas prononcer. Patrimoine. Et donc, dans ce cas bien précis, je suis le seul à pouvoir, avec une seule clé, ouvrir ce wallet et à mon absence, 9 personnes peuvent ouvrir ce wallet tout en sachant que, 9 clés peuvent ouvrir ce wallet tout en sachant que 4 clés sont conservées chez mon notaire ou bien chez le notaire que j'aurais choisi pour cette action ou pour cette opération. Et donc, dans ce cas bien précis, on se rend compte que la fonction, le rôle du notaire change du tout au tout. Il n'est plus le tiers de confiance par excellence pour la transmission de patrimoine, il devient un intermédiaire, un témoin pour cette transmission. Et donc, pour pouvoir réussir cette transmission, le notaire en face doit pouvoir comprendre le fonctionnement d'un wallet, il doit pouvoir comprendre quel type de wallet existe, combien existe sur le marché et, par exemple, comment on conserve des clés d'accès à un patrimoine sous forme de crypto-actifs, sous forme d'immobilier dans le métavers, etc., etc. Et de l'autre côté, le notaire doit également être capable de rédiger des actes de donation de ce patrimoine crypto actif en tenant compte de l'aspect technique à la fois du wallet dont il a les clés, du type de blockchain qui sera utilisé pour faire la transaction et donc transmettre ou donner cette part de patrimoine, mais également pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de l'utilisation de tout cet écosystème et ce que est la position officielle de l'État ou de, par exemple, l'Union européenne concernant le type de blockchain utilisé.
Je sais que lors des discussions sur MiCA, l'un des problèmes que nous avons énormément débattu dans l'écosystème, c'était celui de comprendre la nature du consensus de validation et surtout sa fonction dans ce qu'on va appeler la protection de l'environnement. Et donc, l'une des blockchains que certains groupes politiques voulaient bannir sur le territoire de l'Union européenne, c'était les blockchains utilisant la preuve de travail, la POW, comme consensus de validation des transactions. Donc, voilà réuni l'ensemble des connaissances ou l'ensemble des besoins basiques qu'un notaire doit pouvoir comprendre pour pouvoir survivre à ce 21e siècle, tout en étant un bon nœud, un bon conseil pour cette nouvelle génération d'internautes ou bien cette nouvelle génération de citoyens qu'on pourrait appeler crypto-connectés. Dans les jours à venir, nous pourrons vous proposer une formation complète à vous, les notaires, sur le rôle du notaire au XXIe siècle, mais principalement des fonctions concrètes de ce que peut aujourd'hui faire le notaire pour accompagner légalement toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui soit achètent de l'immobilier dans le métavers ou veulent faire des dons en Bitcoin et autres crypto-actifs, ou veulent déjà préparer la transmission à leurs descendants d'une partie du patrimoine en crypto-actifs. Donc, restez connectés à nous. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur DeepFab.